Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, donc on est toujours au mois de septembre, on parle toujours de carrière et aujourd'hui on fait une émission spéciale et on a la chance de recevoir Christelle qui a pas mal de cordes à son arc, on peut dire ça comme ça. Exactement, ouais, j'en ai pas mal. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus du coup? Oui, alors, je pense que mon principal métier, c'est quand même d'être journaliste. Donc, moi, j'ai 29 ans et j'ai commencé à travailler il y a 5 ans maintenant, donc quand je suis sortie d'école de journalisme. Et donc, moi, je suis journaliste surtout pour des magazines en presse écrite, donc des magazines culturels, parce que j'effectue des sujets liés soit à la culture, soit aux évolutions sociétales dans la culture ou aux évolutions sociétales tout court. Donc voilà, je bosse avec pas mal de médias, Le Monde, Mediapart, Télérama, enfin voilà, pas mal. Donc ça, je pense que c'est la première corde que j'ai à mon arc. Ensuite, il y a ma casquette d'autrice aussi, puisque j'ai publié, j'aime bien dire, un livre et demi. Donc un livre collectif, donc moi aussi, MeToo au-delà du hashtag, qui a été coordonné par Rose Lamy. Et donc, c'est un livre collectif qui revient sur les 5 ans de l'explosion du mouvement MeToo. Et on était 8 à peu près. Oui, on était 8 à avoir chacune écrit un chapitre. Donc, dedans, il y a Rokhaya Diallo, il y a Angèle, il y a la militante pour le droit des personnes trans, Lexi. Il y a pas mal de personnes à l'intérieur. Et moi, dans ce livre, dans mon chapitre, j'explique comment est-ce que le mouvement MeToo a pu être récupéré à des fins capitalistes et comment est-ce que, malheureusement, certaines femmes oppressent aussi d'autres femmes. Donc ça, c'est ma première moitié de livre. Et mon livre, à moi, ça s'appelle Amour silencieux et qui, justement, prend tout le pli de tout ce qui est sorti autour de la révolution romantique, c'est-à-dire toutes les questions que les femmes se posent sur leur place dans le couple, sur leur place dans le marché de l'amour, et prendre un contre-pied par rapport à tout ce qui est sorti, que ce soit les podcasts, les livres, les documentaires, etc., et expliquer comment est-ce que ça se passe pour les femmes minorisées, c'est-à-dire les femmes racisées, les femmes handicapées, enfin toutes ces autres femmes qui ne sont pas dans la norme, et expliquer comment est-ce que justement l'accès à l'amour est différent pour ces femmes-là par rapport aux femmes considérées comme les plus privilégiées. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? C'est une question naïve peut-être que je pose, mais... Ouais, parce que en réalité, on découvre que plus on s'éloigne des standards de beauté classiques et de la pyramide de privilèges, c'est-à-dire si on n'est pas une femme blanche, si on n'est pas une femme valide, si on n'est pas une femme mince, enfin voilà, et si on n'est pas une femme hétéro non plus. Et quand on cumule pas mal de discriminations aussi, parce que certaines femmes cumulent les discriminations, par exemple, on peut être une femme racisée, une femme handicapée, une femme trans, on peut être tout ça à la fois. Et on peut voir que justement, certes, la violence dans les relations amoureuses est présente pour toutes, mais qu'il y a des facteurs qui s'ajoutent pour les femmes minorisées. C'est-à-dire que pour les femmes racisées, dans les relations amoureuses, il y aura en plus de la misogynie, du racisme, pour les femmes handicapées, en plus de la misogynie, du validisme, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que t'as enquêté, t'as interrogé plein de femmes autour de ça. Exactement, j'ai lu énormément d'enquêtes sociologiques, j'ai regardé beaucoup de choses, parce que ça se voit aussi dans la pop culture, en fait. Comment est-ce qu'on représente les femmes dans les histoires d'amour, que ce soit dans les séries, dans les films, ou même sur les réseaux sociaux, en fait, ou par rapport à des faits divers. Enfin, c'est tellement partout. En fait, les histoires d'amour sont partout et l'amour est tellement partout qu'on peut trouver des exemples littéralement partout. Donc, j'ai été noyée vraiment dans des ressources, que ce soit des ressources françaises ou alors des ressources anglo-saxonnes qui montrent que justement, il y a un petit souci. Il y a une différence entre, par exemple, les pays anglo-saxons et la France? Est-ce que... Bah oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux parler des femmes racisées, dans les pays anglo-saxons, il y a des communautés qui sont identifiées, des communautés de couleur qui sont identifiées, alors qu'en France, c'est beaucoup plus difficile d'identifier ça, parce que, disons que chaque pays a un système différent. C'est-à-dire que le racisme en France est différent
du racisme aux États-Unis ou du racisme en Angleterre ou du racisme en Allemagne, etc. Donc forcément, toutes ces dynamiques-là, dans les relations amoureuses, elles sont également différentes selon les pays. C'est-à-dire que, par exemple, en France, il y a des hommes ça c'était une étude qui était parue et que j'avais mis dans le livre, il y a des hommes qui revendiquent ne pas vouloir du tout sortir avec des femmes noires parce qu'elles s'éloignent justement du schéma de beauté classique, etc. Et dans ces hommes-là, il y a autant des hommes blancs que des hommes noirs, pour le coup. Alors qu'aux États-Unis, comme il y a une communauté qui est beaucoup plus identifiée, une communauté noire beaucoup plus identifiée, c'est bien plus nuancé là-bas. Enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup de nuances à faire selon les pays. Chaque pays a sa spécificité et chacun son racisme. C'est ça. Ah ouais, punaise. Et ça me donne envie de poser une question. Comment on a l'idée, en fait, d'écrire un livre comme ça, de partir, d'aller faire autant de recherches? D'où ça vient, en fait? Est-ce que tu le sais ou est-ce que c'est venu à toi un peu comme ça? C'est venu à moi un peu comme ça pour ce livre-là. En fait, à la base, moi, je devais pas écrire un livre là-dessus. Je devais écrire un livre sur la figure de la femme célibataire. Voilà, c'était simple. Simple, c'est Enfin, pas si simple. simple quand même, si je peux me permettre. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, ça c'est clair. Mais c'était beaucoup moins niche que ce que j'ai fait aujourd'hui. Moi, c'est sur cette base-là que j'ai signé mon contrat d'édition, en fait. Et sauf que, au fur et à mesure que j'étais en train d'écrire, de faire mes recherches, et ben, entre-temps, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Il y a le livre de Mona Chollet, Réinventer l'amour. Il y a le podcast de Victoire Tueillon, Le cœur sur la table. Il y a eu énormément de livres. Il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, j'étais censée arriver après. Et donc, du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus, en fait, par rapport à tout ce qui sort? Et donc, forcément, dans le cadre de mes recherches, j'ai tout lu, j'ai tout écouté, etc. Parce que voilà. Et sauf que, en fait, en lisant et en écoutant certaines de ces productions, je me suis rendu compte que moi, je me sentais pas forcément incluse dedans. Et en parlant avec des amies, elles aussi, qui font partie des femmes minorisées, c'est-à-dire soit qui ont grandi dans les quartiers populaires, ou qui sont noires comme moi, etc., ou qui ont grandi dans un milieu assez rural, en parlant avec elles, pareil, elles se disaient qu'elles se sentaient pas forcément concernées ou représentées en fait dans toutes ces productions-là, parce qu'elles avaient l'impression que ces productions s'adressaient plutôt à un public assez spécifique, qui sont des femmes pour le coup blanches qui vivent à Paris pour le coup ou dans des grandes villes, qui ont un capital culturel et économique plutôt assez élevé, etc. Donc voilà, beaucoup de choses comme ça. Et donc je me suis dit tout simplement peut-être que le sujet est là, c'est-à-dire parler des autres, en fait, enfin des autres femmes qui ne sont pas censées représenter l'idée qu'on se fait de la femme idéale, quoi. Et avec ta maison d'édition, du coup, quand t'es partie là-dessus, ils t'ont suivi direct, ça a été... Ma maison d'édition, justement, m'a poussée à le faire. Ah, génial. Ouais, ma maison m'a poussée à le faire. Donc, on a acheté mon plan initial à la poubelle et on a tout refait. Ça, c'est trop cool qui t'ait suivi. C'est qui, on peut le dire? Oui, c'est les éditions Daron. Ok. Voilà, c'est une maison d'édition indépendante. Heureusement qu'il nous reste les indépendants. Quand même. Et par rapport à ton parcours, comme tu disais, c'est des gens qui habitent à Paris ou qui sont, à part le fait que tu sois noire, est-ce qu'il y a eu d'autres où tu t'es sentie discriminée dans d'autres choses, dans ta façon dont tu as grandi ou par rapport à l'enseignement que tu as pu recevoir, parce que c'est quand même, enfin, je peux me permettre, j'ai une femme brillante à côté de moi qui, donc je suis impressionnée même par à ton âge, tu vois, d'avoir déjà écrit autant et d'avoir autant de culture même et d'intérêt par rapport à tout ce que tu racontes. Du coup, c'est quoi en fait le background de l'enfance, les études, comment ça se passe en fait? Alors, enfin, si tu veux répondre. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. En fait, j'ai grandi en banlieue et vraiment entre deux milieux. C'est-à-dire, j'ai grandi dans une ville plutôt moyenne qui est très très mixte. Mais mes parents qui sont d'origine congolaise, du coup, en fait, ils ont bien intégré qu'il fallait faire certains sacrifices pour que je puisse m'en sortir. Donc, c'est-à-dire me mettre dans une école privée.
mettre dans un collège privé, avoir accès. J'ai eu accès à des cours particuliers aussi. Enfin, il y a il y a eu tout un cheminement justement pour qu'on puisse se focaliser sur nos études chez moi. Donc ça, mes parents, ils accordaient une grande importance parce qu'ils savaient très bien que en tant que femme noire, j'allais forcément être discriminée dans ma vie. Encore plus avec mon adresse postale. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui entraient en compte. Donc, en fait, ils ont vraiment compris comment ça fonctionnait, quoi. Donc voilà, et moi, dès le lycée, du coup, j'ai aussi compris comment ça fonctionnait. Donc, focus bac, focus avoir un super beau dossier pour pouvoir avoir accès aux meilleures facs, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de choses que j'ai intégrées assez tôt. Donc, ouais. Est-ce que au lycée privé, tu ressens encore plus Alors, moi, j'ai fait collège privé et ensuite j'ai fait lycée public. Et là, j'ai vu la différence. ouais, Enfin, très collège clairement. privé, tu ressens plus le racisme ou Bah, bon. En fait, comme ça restait un collège privé dans une ville très mixte. OK. Donc voilà, certes, on n'était vraiment pas beaucoup. Euh, on n'était pas beaucoup de personnes racisées, mais on vivait quand même dans un environnement où on en voyait dans la rue tout le temps. Mais moi, c'est surtout des petits jugements au niveau de la classe que j'ai senti au collège, pour le coup, parce que je portais pas des vêtements de marque, parce que je m'habillais dans des enseignes de fast fashion, etc. Enfin, moi, c'est surtout au niveau de la classe que j'ai vraiment senti la différence. Et bizarrement, en allant euh, au lycée de secteur, là, j'ai senti aussi une différence de classe, mais de moi par rapport à l'ensemble des lycéens. Et donc, j'ai vraiment vécu dans un entre-deux du collège au lycée assez phénoménal, quoi. Mais Et je tu penses pense que ça t'a donné aussi donc cette ouverture d'esprit justement ouais, de très clairement. Parce que je pense que si j'avais continué dans un lycée privé, je serais devenue une petite conne. Enfin, enfin, vraiment. Et ça m'a vraiment remis les idées en place d'aller dans mon lycée de secteur et de voir qu'il y avait autre chose, qu'il y avait d'autres personnes, et surtout, en fait, ça m'a fait du bien d'être dans un vrai environnement mixte aussi, quoi, et de me sentir pas, je vais dire pas chez moi, mais de me sentir beaucoup moins seule. Parce qu'il y a de ça aussi, c'est que quand on entre dans un environnement où il n'y a que des personnes blanches et ou que des personnes riches, on se sent quand même assez seul, notamment dans certaines discussions, etc. Et là, au lycée, j'ai pu voir que j'étais pas seule. C'est là que je me suis fait des amies filles noires, parce que autant j'avais des amis noirs, mais garçons, avant, mais je côtoyais pas de filles noires. Et là, au lycée, j'ai vu la lumière, quoi. Enfin, j'ai vu la lumière, j'ai pu avoir d'autres discussions où je me sentais vraiment comprise, en fait, par rapport à plein de choses. Donc voilà, et notamment par rapport au sujet lié à l'amour que j'extrapole justement dans mon bouquin, quoi. Voilà. et c'est à quel moment que tu as eu envie d'écrire? Je pense très très tôt. Je me souviens plus, mais je pense que c'est vraiment très tôt. Ouais, je pense que c'est très tôt, mais peut-être à l'école primaire. Mais je ne sais absolument plus comment est-ce que c'est venu. Je cherchais aussi quel métier faire en rapport avec l'écriture au collège et je savais pas trop. Et puis ensuite au lycée, ça m'a paru assez évident que c'était le journalisme, sauf que le journalisme étant un secteur très précaire, Ça a pas fait un peu peur à tes parents, ça a fait celle-ci, je peux me très peur. permettre? Ça a fait très 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 peur à mes parents. Mais vraiment très peur. Ils ont essayé de me dissuader même en se disant que, enfin, en fait, ils voulaient pas que j'ai cette vie-là. Tous Ensuite, ces efforts pour qu'elle soit juste journaliste? Alors que c'est quand même incroyable comme métier. ouais, c'est incroyable, mais c'est précaire, quoi. Ils avaient pas à 100% tort non plus. Parce que être journaliste, moi, je suis indépendante, mais être journaliste, c'est quand même une bataille quand on est pigiste. Et ça l'est de plus en plus au fil des années. En fait, je sais que moi, quand je suis sortie d'école, c'était déjà beaucoup moins difficile qu'aujourd'hui. Donc, je peux comprendre le discours qu'ils avaient, mais au bout d'un moment, ils ont compris que ça servait à rien de me dissuader. Et quand ils ont vu que je m'étais débrouillée pour trouver des stages toute seule à droite à gauche, là, ils se sont dit, bon, on te fait confiance, quoi. Et Voilà. le fait que tu écrit un bouquin et demi, comme tu dis, ça, ils devaient être fiers quand même. Ah oui, oui, oui. En fait, à partir de mon premier stage, ils ont plus rien dit, ils m'ont juste poussé au max pour que je réussisse, quoi.
Ouais. Et tu parlais tout à l'heure de presse écrite. Mmh. Moi, je trouve ça génial que tu restes vraiment dans la presse écrite et pas dans la presse web. Bah, je fais les 2. Tu fais les 2? Ouais, je fais les 2. Après, c'est vrai que il y a toujours un sentiment de voir son article et son nom dans un journal papier. Pour le coup, enfin, ça fait toujours quelque chose. Moi, je me souviens de la première fois que j'étais publiée dans un journal papier, ça m'a vraiment fait quelque chose et j'ai toujours le journal C'était quoi? chez moi. C'était dans Le Monde, mais dans Le Monde magazine, et c'était un article à la fois mode et sociaux sur un foulard qui s'appelle le durag, et qui est un foulard qui est porté notamment par les communautés noires aux États-Unis, etc., qui en fait était un signe d'appartenance au départ, et qui avait comment dire, une aura très comment dire, très négative, c'est-à-dire que dans l'inconscient collectif des gens, les personnes qui portaient des durags étaient forcément des voyous, des personnes qui vivaient dans le ghetto, etc. Et en soi, c'est vrai, aux États-Unis, à la base, le durag, il est surtout porté par des Afro-Américains qui vivent dans les quartiers populaires, et sauf que c'est devenu un véritable, en fait, accessoire de mode. C'est vraiment devenu un véritable accessoire de mode. Il y a des durags maintenant qui sont en cristal, Ah ouais. voilà. Non mais oui. Est-ce que c'est le foulard de Tupac? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, hein? Ouais, Ouais. c'est ça. Maintenant il y a des durags Swarovski en cristal, tout ça. Et en fait, comme il y a eu la mort de George Floyd en Mmh. 2020, donc qui a été assassiné par la police aux États-Unis, et on a vu beaucoup de durags ici en France. Autant il y en avait déjà beaucoup, enfin il y en avait déjà pas mal avant, mais c'était surtout dans les salons de coiffure afro, etc. Mais durant cette période, le durag était beaucoup porté dans la rue, et notamment par des jeunes. Et donc moi, cet article-là, c'était vraiment de retracer l'histoire du durag et l'histoire symbolique, sociologique, voilà, de cette pièce qui est devenue une pièce mode, en fait. Voilà. Et c'était ça mon premier article dans un magazine papier en 2020. Passionnant pour un premier article, Une belle histoire quand même. j'avoue. Et est-ce que ça t'a aidé d'être noire ou est-ce que ça t'a desservi? Aujourd'hui, hein, avec la carrière, à 29 ans, hein, tu pourrais répondre peut-être différemment dans 10 ans, mais Mm. aujourd'hui, si tu devais répondre à cette question, tu répondrais comment? Aujourd'hui, je pense que je dirais, franchement, aujourd'hui, je ne sais pas. En fait, aujourd'hui, je saurais pas quoi répondre, parce que il reste quand même, il y a un plafond de verre. Il y a quand même un gros plafond de verre qui existe, c'est-à-dire que quand on est une personne noire, donc, et que surtout, enfin, on aura beau dire ce qu'on veut, il y a malheureusement beaucoup de personnes noires issues des quartiers populaires ou issues des classes populaires qui n'ont pas accès à certains codes, etc. Et encore plus dans le milieu du journalisme, qui est pas énormément diversifié. C'est clair que on aura beau postuler à des postes, etc. Même à un poste où toutes les personnes racisées de France et Navarre auront postulé, bah ce sera quasiment toujours une personne blanche qui sera embauchée, quoi, parce que il y a le réseau. Le journalisme, ça marche aussi beaucoup par réseau, et forcément quand on n'a pas grandi là-dedans, le réseau il est petit, il est mince, parce qu'il y a des codes aussi que beaucoup de personnes n'ont pas. C'est-à-dire, moi j'ai eu de la chance de faire une école de journalisme reconnue. Il y en a énormément qui n'ont pas eu cette chance, et déjà au moment des concours pour les écoles de journalisme, il y a un plafond de verre pour les personnes racisées. Donc sachant qu'en plus de ça, maintenant les rédactions ne réclament pratiquement que des personnes issues d'écoles de journalisme reconnues. Donc là déjà il y a ça écrème. En fait, quand on n'a pas de réseau, ça écrème aussi, et quand on reste parce qu'il y a de ça aussi, c'est que dans les postes, en tout cas postes les plus précaires dans le journalisme, c'est-à-dire stagiaires, alternants ou alors pigistes, bah on est en surreprésentation. Alors que dans les CDI ou alors dans les postes de chef de rubrique, alors là, il y en a beaucoup moins. Et donc forcément, quand on reste à l'extérieur du sérail, parce que néanmoins quand on est pigiste, on reste quand même à l'extérieur du sérail, pareil, il y a des informations auxquelles on n'a pas accès. Et auxquelles d'autres personnes ont accès. Donc en fait, il y a un plafond de verre par rapport à beaucoup de choses, ce qui fait que ça reste quand même dur.
aujourd'hui, malgré toute la bonne volonté du monde de certaines rédactions de faire en sorte de nous inclure, malgré leur discours, etc., il y a toujours quelque chose qui bloque, quoi. Et d'un autre côté, je pense que ça m'a aidé sur un point qui est, à mon avis, les sujets aussi. Des sujets peut-être auxquels certaines rédactions, parce qu'il n'y a pas de diversité à l'intérieur, bah, ils n'y auraient pas pensé. Par exemple, le Durag, je suis pas sûre qu'ils y auraient pensé. Enfin voilà, moi c'est surtout dans le truc de placer des sujets que je vois parce que j'aime aussi un certain réseau sous-marin, si je peux dire ça comme ça, qui fait que j'ai des idées autres, des idées qui sont pas forcément pensées au sein des rédactions et que j'ai pu placer des sujets et faire des sujets qui ont pu être beaucoup lus, etc. Je pense que ça m'a aidé sur ce point-là, quoi. Mais pas autrement, à mon avis. Et comme pour ton livre, pareil, du coup, ça t'a permis d'aller sur Bah pareil, sur ce ouais. chemin-là et d'en faire Exactement. quelque chose de niche et de créer quelque chose de nouveau, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est exactement pareil. Et si on parle du livre, la moitié de livre, si on revient sur la moitié de livre sur MeToo, enfin, sur la façon dont, comme tu disais tout à l'heure, le mouvement capitaliste à un moment donné a accaparé cette idée. Est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu? Ouais, oui. Alors, en fait, ce chapitre, enfin, c'est Rose qui m'a directement contactée pour que j'écrive ce chapitre parce qu'elle a vu certains de mes articles qui en parlaient. Notamment 2 en particulier où justement, enfin, c'était 2 enquêtes qui expliquaient que 2 entreprises qui se revendiquaient féministes, en réalité, étaient accusées de harcèlement moral et de maltraitance de la part de leurs employées femmes, en fait. Et derrière ça, il y avait aussi toute une logique capitaliste de justement créer une entreprise féministe parce qu'on était dans une période où, malgré tout le backlash qu'il peut y avoir, le féminisme faisait vendre. Donc à la base, c'était des articles là-dessus. Et Rose m'a contactée pour que j'écrive un chapitre tiré de ça. Elle m'a donné carte blanche. Et donc c'est comme ça que moi j'ai pu écrire tout ce chapitre-là en disant, enfin en expliquant selon mon point de vue. Enfin c'est vraiment un chapitre à la première personne. C'est pas du tout un chapitre journalistique qui explique selon mon point de vue comment est-ce qu'on en est arrivé là, à cette capitalisation sur le féminisme, mais aussi à cette réduction au silence en fait des personnes les plus fragiles, des femmes les plus fragiles, en faveur des femmes les plus comment dire, puissantes en fait dans le féminisme, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Parce que finalement, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que finalement, le pouvoir n'a pas de sexe et l'abus n'a pas de sexe. Exactement. Après, on a des habitudes ancestrales de l'homme par rapport à la femme, mais c'est vrai que les femmes aussi peuvent être terribles, notamment sur ces sujets-là, les MeToo et tout. C'est ça, et à l'époque, c'était on avait encore un peu peur de le dire, en fait. Je sais que moi, dans le cadre de mes enquêtes, par exemple, il y avait certaines de mes témoins qui avaient peur de témoigner parce qu'elles se disaient, mais on va pas comprendre si moi, je témoigne contre une femme parce qu'on va se dire qu'il y a des priorités, que les hommes font pareil, etc. Et d'un autre côté, bah si elle ne témoigne pas et si on ne parle pas de ces abus-là qui peuvent exister, bah il y a plein de femmes qui sont réduites au silence en fait parce qu'elles auront peur de pouvoir, enfin de desservir la cause, d'être accusées d'être antiféministes parce qu'elles ont dénoncé une femme et que entre femmes on se doit d'être toutes solidaires, etc. quoi. Enfin il y avait vraiment. Et c'est vachement intéressant comme sujet et puis c'est assez, enfin le fil est assez, c'est un peu aller faire du funambulisme. On dit funambulisme. Je sais pas. C'est un peu marcher sur un fil avec ce genre de sujet quand même. Ouais. T'as eu peur ou pas? J'ai eu très peur. J'ai eu très très peur parce que moi, quand la première enquête est sortie, je travaillais depuis 2 ans. Ouais, j'avais 2 ans de carrière, ce qui est rien. Et j'étais clairement personne, si on peut dire ça comme ça. Et ouais, j'avais peur d'être accusée d'être antiféministe. J'avais peur aussi pour ma carrière parce que c'est des personnes qui avaient quand même le bras assez long, en fait, notamment dans les médias. Et très clairement, je sais qu'il y a certaines personnes aujourd'hui avec qui je ne peux plus travailler à cause
de ces enquêtes. Donc j'avais peur pour tout ça, j'avais peur qu'on ne comprenne pas ma démarche non plus. J'avais peur pour les témoins, enfin j'avais peur pour tout en fait. Et finalement 2 ans plus tard. ça allait. Et finalement, t'as appelé pour en parler dans un livre. Ouais, non, mais finalement ça allait. Je m'attendais pas à recevoir un soutien pareil, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'était l'une des premières enquêtes du genre qu'on faisait, c'est-à-dire C'est pour quel média? la première enquête c'était sur Télérama, ouais, chez Télérama, et la seconde chez Arrêt sur Image. Et je les ai vraiment faites à 2-3 mois d'intervalle, en fait. Ouais, voilà, parce que quand la première est sortie, bah forcément il y en a d'autres qui m'appellent en me disant il se passe aussi ça à cet endroit-là, enfin un endroit dans lequel on s'imaginerait pas en fait qu'il se passerait des choses pareilles, des abus pareils, et donc ouais, c'était assez intense, mais ça s'est bien passé. Et est-ce que là, le fait d'être noir, ça au final, ça a changé quoi pour Pour ça, bah rien. Enfin très clairement, je pense à rien. Là, c'était vraiment juste mon travail de journaliste. Ouais, juste mon travail de journaliste. Mais t'as pas senti du coup que ça aurait pu être quelque chose en plus? T'as pas senti un poids supplémentaire ou Non, puisque enfin c'était de tout quoi qui a été dénoncé pour le coup. Après, peut-être être une femme, c'était différent si un homme avait fait cette enquête aussi. Bah c'est clair que si un homme avait fait cette enquête, je pense qu'elle aurait peut-être été moins prise au sérieux. Parce que moi, j'étais quand même, certes, j'étais personne, comme j'ai dit tout à l'heure, mais j'étais quand même identifiée comme journaliste féministe. Donc, je pense que le fait que ce soit une journaliste féministe qui fasse un article pareil, déjà, à mon avis, ça a fait que les gens ne l'ont pas directement mis à la poubelle. on a eu envie de le lire, en fait. Voilà, bah c'est ça, c'est que à mon avis, les gens ont compris que ma démarche n'était pas de dénoncer des femmes juste pour dénoncer des femmes, juste pour dire ah bah vous voyez le féminisme ça va pas, C'est mal. Voilà, le féminisme c'est mal. Je pense qu'ils ont compris que ma démarche c'était de dire que il y a aussi des choses qui se passent dans notre famille du féminisme, et que des féministes aussi malheureusement peuvent faire des victimes femmes. Enfin voilà. Et je pense que ma démarche a été comprise assez rapidement. Mais c'était intègre complètement, quoi. Mais j'espère, ouais. Bah ouais, non mais je trouve ça génial, et bravo enfin d'avoir le courage de faire des enquêtes comme ça, parce que comme tu disais, je pense que C'était pas facile. c'est pas facile, ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, les gens ont moins peur. Les journalistes ont moins peur de se lancer dans des enquêtes comme ça, c'est-à-dire de dénoncer des causes ou des groupes, ou je sais pas quoi, ou des personnalités qu'on adore, qu'on admire, etc., pour leur féminisme, pour leur antiracisme, etc. Les gens aujourd'hui ont moins peur de dénoncer et de dire que dans ces groupes-là, dans ces entreprises-là, dans ces associations, organismes, etc., il y a des problèmes. Et ça, je trouve que c'est super, parce que du coup, bon, certes, pas toute la parole des victimes est écoutée, mais au moins il y a un espace pour que ces victimes-là puissent parler. Et t'as une autre activité aussi dont tu nous as pas encore parlé, il me semble. Oui, non, j'en ai pas parlé encore, c'est vrai. C'est t'as une association, c'est ça? C'est ça. Moi, je co-préside depuis 2 ans une association qui s'appelle l'AJAR, donc l'association des journalistes antiracistes et racisés. Et c'est une association qu'on a montée il y a 3 ans. Du coup, en partant du constat que, en fait, il y a beaucoup de racisme dans la presse, dans les productions médiatiques, il y a des articles racistes, il y a des reportages racistes, etc. Mais qu'en plus de ça, il y a du racisme dans les rédactions. Et en fait, t'es là, tu t'identifies les personnes, les journalistes racisés, etc. Mais il n'y a pas d'espace. On n'avait pas d'espace pour pouvoir discuter, pour pouvoir, je sais pas, se rencontrer, échanger ou faire des actions en fait. Donc un jour, j'ai une copine, je prends un café avec elle, elle me dit bon bah sache que la semaine dernière on était 5, donc 5 avec 5 personnes que je connaissais, et qu'on aimerait bien monter cette association, on veut que tu viennes, etc. Donc pendant 1 an, on a travaillé, on était moins de 10. Et ensuite, on a commencé un peu à s'élargir à d'autres personnes. En fait, on travaillait de manière un peu sous-marin parce qu'on avait aussi peur, parce qu'on sait comment ça se passe aujourd'hui et que tout est très tendu, et que de voir qu'une association antiraciste se monte, en plus dans les médias, ça pouvait
Enfin, on avait peur de tuer le truc dans l'œuf avant même que ça sorte. Et bref, on a bossé et donc il y a 1 an, c'était en mars 2023, on s'est annoncé en publiant une tribune dans Libération, justement en expliquant pourquoi est-ce que cette association se montait et ce qu'on demandait, c'est-à-dire moins de racisme dans les productions médiatiques et moins de racisme dans les rédactions. Voilà. Et depuis, on est 200. Ah ouais. Ouais, on est 200 adhérents maintenant et on fait plein de choses. En fait, on fait vraiment beaucoup de choses. Donc, on fait de la veille médiatique avec des décryptages, des critiques, etc. On fait des formations aussi dans les écoles de journalisme. On fait de l'éducation aux médias dans les collèges et lycées. On fait des formations aussi dans les rédactions. En fait, on est sur plein de chantiers en même temps. On fait aussi, on essaye de rencontrer les écoles de journalisme. On rencontre les ressources humaines de grands groupes. En fait, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses pour le coup. On a une newsletter, on a un site. On a créé un kit aussi, donc un kit de bonnes pratiques à destination des médias pour leur dire alors dans tel contexte il ne faut pas écrire ça ou alors il ne faut pas dire ça, etc. Enfin c'est vraiment une association qu'on a montée sous le même modèle que Prenons la Une, qui est une association de femmes journalistes, ou alors de l'AJL, l'association des journalistes LGBTQI+. Donc voilà. Donc et d'ailleurs on travaille beaucoup avec ces 2 associations. On est 3 assos complètement Main main dans dans la la main, ouais. main. Ouais, on bosse vachement ensemble. C'est hyper cool cette synergie. Et ça fait combien de temps qu'elle existe? La nôtre, du coup, officiellement, ça fait 1 an et demi, mais on bosse dessus depuis janvier 2022. Et est-ce qu'il y a des gros médias qui vous ont soutenu, du coup, qui se sont un peu ralliés à votre cause, ou ça a été quoi comment ça a été reçu? Alors, on s'était vachement préparé. On s'attendait vraiment à des polémiques, etc. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Donc, on a pu publier notre tribune dans Libération. Après, il y a pas mal de médias qui ont fait des articles. Donc, Le Monde a fait un article, Mediapart aussi. On est souvent sollicité aussi. On a un pool de porte-parole et dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans la presse, enfin, voilà, des petites polémiques, etc. Bon, on envoie un porte-parole. Donc, pour le coup, on a été interrogé par pas mal de médias là maintenant. Ouais. Enfin, le porte-parole là est vraiment débordé. Enfin, là c'est la rentrée et je sais qu'on a au moins 2-3 tables rondes, 2-3 interviews. On a vraiment beaucoup de choses quoi. Et est-ce que du coup ça vous porte? C'est comme par rapport à ce que vous avez plus de travail du coup en ayant fait ça, ou c'est quoi les avantages de oui, est-ce il y en a ou pas? Bah les avantages c'est de voir qu'on n'est pas tout seul. Parce que moi, je m'imaginais pas qu'on pourrait être 200 moins de 2 ans après la création, quoi. Enfin, on n'est vraiment pas tout seul, on est soutenu. Les avantages aussi, c'est que, je sais pas, il y a une vraie synergie en fait, et ça nous pousse à faire en sorte que tout se passe mieux. Et aussi, on voit qu'il y a certains médias qui font beaucoup plus attention à ce qu'ils font depuis qu'on est là. Après, les désavantages, forcément, dans une association, il y en a plein. C'est tout le travail que ça demande, parce qu'on n'est pas rémunéré pour ça. C'est aussi veiller à ce que tout se passe bien, parce que 200 personnes, c'est beaucoup. C'est aussi veiller à ce qu'on nous respecte en tant qu'association, ce qui n'arrive clairement pas tout le temps. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais je pense que c'est plus de bénéfices, en tout cas, bénéfices moraux que de des avantages, ouais. Et puis vous plantez des graines, en fait, qui sont en train de Mmh. rien que le fait que finalement, certains médias font attention à ce qu'ils font parce qu'ils savent que vous existez, Mmh. c'est génial parce que forcément ça va changer, les mentalités. Bah, on espère, Ouais. mais il y a aussi, donc nous, il y a ce volet-là, veille médiatique, mais après, il y a aussi le volet dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est, le recrutement aussi. Donc, Ça, j'allais venir à cette question. Est-ce que vous avez quand même du coup plus de travail, ou est-ce que c'est... bah, en soi, on va rencontrer des rédactions, pour le coup, mais enfin, il y a encore beaucoup de travail par rapport à ça, parce que malgré le fait qu'on soit là, bah, les rédactions ont toujours les mêmes réflexes, en fait. Par exemple, on voit que telle personne a eu un poste de journaliste dans une grande rédaction, bah, l'annonce était nulle part. Et cette rédaction-là nous sollicite souvent, voilà, et cette rédaction n'a pas pensé à nous dire: «Ah bah, on recherche un journaliste politique, voilà,
Alors que à côté de ça, il y a des discours de ah là là, on n'a pas assez de diversité dans notre rédaction, c'est pas bien, il faut qu'on fasse des efforts. Mais d'un autre côté, ils gardent toujours les mêmes réflexes. Et donc c'est là où nous on va entrer en bagarre ici. Le chemin est encore un petit peu long, quoi. Franchement, le chemin sur ce point, je pense, est assez long parce qu'il y a aussi une croyance qui est que s'il n'y a pas de personnes racisées dans les rédactions, c'est qu'elles ne sont pas assez bonnes. Oui, bah bien sûr. Ouais. Voilà. Et ça, on l'a entendu il y a encore pas très longtemps. Donc, enfin, quand je dis pas très longtemps, c'était La semaine dernière. peut-être pas, mais il y a peut-être 1 mois et demi. On l'a vu. Et d'ailleurs, on a fait tout un décryptage là-dessus. Mais ouais, non. Enfin, ça, c'est un énorme chantier de notre association. Ouais, c'est le recrutement et de montrer que ah bah vous dites que vous ne trouvez pas les personnes adéquates. Bah nous, on est 200 profils qui sont très différents, des profils qui parfois ont des spécialités hyper spécifiques dont vous avez besoin. Bah on est là en fait. Et les CV sont à la dispo et voilà. Tu œuvres pour parce que c'est en plein dans notre thème carrière, donc tu œuvres pour une meilleure carrière de diversité plus tard en fait. Pour les Bah, futures ouais. carrières de journalistes plus tard. Bah franchement ouais. Enfin, mais après ça c'est ce que moi je pars du principe que plus on s'entraide mieux c'est et ça c'est vraiment quelque chose que enfin c'est quelque chose qu'on a fait avec moi. En fait, quand j'étais encore en école de journalisme, quand il y avait des stages à droite à gauche, je sais que les personnes qui étaient déjà bien installées m'envoyaient les annonces, etc. En fait, m'aidaient, me faisaient des passes décisives, comme on dit, pour des postes, pour des piges, etc. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai essayé de garder après avec toutes les les rares personnes, en tout cas dans les écoles que je connaissais, qui arrivaient ensuite. Et là, si on peut le faire à une plus grande échelle, franchement, on va autant le faire. Hein. Et vous avez un événement bientôt, si je m'abuse. Oui, on a un très gros événement bientôt. Donc, on organise notre tout premier festival les 5 et 6 octobre à Marseille. Donc, c'est vraiment un festival où il y aura des tables rondes, des ateliers, où il y aura des masterclass, il y aura un concert, DJ set sur 2 jours, du coup. Et c'est où? C'est à Marseille, à la Friche la Belle de Mai. En fait, Marseille, c'était comment dire? En fait, on a vraiment beaucoup de membres qui sont à Marseille. Et le truc, c'est que à chaque fois qu'on organisait nos premiers événements, ils nous disaient bon bah nous on pourra pas venir, voilà. Et c'est posé la question à un moment de il faut peut-être qu'on se décentralise aussi de Paris et il y a pas que Paris et la région parisienne et il y a des journalistes ailleurs. Bah la preuve, nous à la JAR, on a beaucoup de journalistes marseillais. Autant aller ailleurs aussi quoi et pouvoir toucher un autre public et peut-être qu'il y a une école de journalisme à Marseille d'ailleurs et voilà peut-être qu'on va toucher des étudiants là-bas, peut-être que on va juste toucher des Marseillais qui sont hyper sensibles au traitement médiatique local là-bas et puis aussi ça permet à nos membres marseillais de se sentir un peu considéré dans le truc. Voilà. C'est une autre forme de discrimination aussi. La distance. Nous, on n'essaye pas vraiment de faire dans le podcast parce que pour le coup, on n'invite pas on n'invite pas que des Parisiens et des Parisiennes. C'est se diversifier un maximum. Mais c'est vrai que même dans tout ce qui est enquête, journal, enfin même le journalisme, on est très parisianisme quoi. Et à un moment donné, je trouve ça assez infernal. Nous vraiment, je pense qu'on essaye de vraiment pas le faire. Enfin, forcément, on fait les interviews à Paris parce que c'est plus facile pour nous, mais on interviewe des gens de toute la France. Et c'est vrai qu'il y a toujours une forme du parisianisme quoi. Oui. Enfin c'est du parisianisme en fait. Ça c'est une vraie question parce que en fait tout est ici. Tout est ici et je pense que c'est assez infernal pour les journalistes qui vivent à Marseille, à Bordeaux, etc., à Lille, je sais pas, parce que certes il y a des médias locaux, mais de ce que j'ai pu comprendre à Marseille en parlant avec nos membres locaux, c'est que c'est encore plus dur quand la ville est plus petite, en fait, d'avoir accès aux opportunités, etc. Donc
Et puis là, les médias locaux, clairement, c'est c'est beaucoup de réseaux, de ma fille, elle sait pas quoi faire. Enfin, il y a beaucoup de gens aussi. Enfin, moi, je viens de Corse et mais la Corse, c'est encore... On est encore sur un autre délire. Non, mais même en Provence, ma mère, elle habite en Provence. Je sais que ma tante, elle s'est retrouvée à bosser dans un journal. Après, elle avait pas fait des études de journalisme vraiment. Enfin, tu vois, c'est des postes qui se libèrent et c'est un peu oui, c'est du réseau, clairement. Ouais, c'est du réseau aussi. Après, j'ai quand même l'impression que c'est moins, que c'est un poil moins compliqué d'avoir accès à un poste, mais je pense pour toute personne, pas qu'une personne racisée, alors que les médias nationaux, enfin tout est bouché quoi. On arrive presque à la fin et j'ai une question. Comme t'as même pas encore 30 ans, t'as 29 ans, t'as déjà une carrière qui est quand même assez chouette quand même. Ouais, j'espère. Ce serait quoi tes rêves pour les 10, 15 prochaines années? Au niveau de la carrière, waouh. Ou alors comment tu t'imagines, comment tu te vois? Bah moi en fait, c'est une question que je me pose beaucoup en plus en ce moment. Mais je pense que forcément l'idéal ce serait d'être je sais pas, chef de rubrique ou rédactrice en chef d'un magazine culturel qui aurait plein de moyens, des moyens illimités, dans lequel je pourrais embaucher plein de gens, faire travailler plein de gens, et dans lequel je pourrais faire les sujets qui me plaisent en fait, et de la manière qui me plaît. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai toujours rêvé un jour de pouvoir gérer une rubrique. Je sais pas si ça se fera un jour, mais en fait c'est un rêve qui, je pense, reste depuis que je suis depuis que je suis ado. Ouais. Je pense que c'est un rêve qui reste quelque part. Et monter ton propre journal. J'allais le dire. Non. Non. Ok. Non, parce que monter son journal, ça implique tellement de choses et je pense que j'assumerais pas toute seule. Ouais. Pas forcément seule, mais avec l'association, par exemple. Pareil, ça implique pas mal de choses, notamment beaucoup de moyens. beaucoup de moyens, ouais. Et je pense que ça doit être très difficile de monter son journal indépendant, ouais. Sans groupe ou sans mécène, ça doit être tellement dur. Enfin, je respecte profondément toutes les personnes qui l'ont fait parce que je pense que j'aurais jamais les épaules pour. On en reparle dans quelques années, alors. On te réinvitera quand elle sortira son livre « Comment j'ai monté mon propre journal ?» Au moins, ça va rester. On a la preuve. En tout cas, on était super contente de te recevoir sur notre petite tente. Bah, merci, c'était assez intense de revenir sur mon parcours comme ça. Ouais, donc merci, c'était super cool. Bah, merci à toi, Christelle. Et on se dit à la semaine prochaine. Et ouais. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.